ça fera plaisir à notre amie Liliane, parce qu'elle elle dit que tout est écrit, je sais pas quoi, mais là, il y a une sorte de mathématique du destin dont l'astrologie serait en quelque sorte le moteur. Ce serait en fin de compte, si je comprends bien, est-ce que vous me direz si je trahis votre pensée, mais l'astrologie serait justement le moteur qui permettrait de comprendre pourquoi les choses sont comme elles sont, pourquoi elles arrivent comme elles doivent arriver, pourquoi nous faisons ce que nous faisons. C'est-à-dire que sans l'astrologie, on ne peut pas comprendre pourquoi les choses se passent comme ça dans le monde, surtout pas sur l'astrologie converse. Voilà, moi je parle de la astrologie 4D, c'est-à-dire une astrologie qui est au-delà de l'espace, au-delà de cette dimension de l'espace-temps, où on voit où se tissent comment se tissent les éléments par en dessous et sur un niveau psychique. Alors finalement, là, les exemples que vous avez donnés sont relativement simples. Oui. Lincoln Kennedy, voilà, on reprend par exemple. Mais à notre côté, vous avez. Donc là, je comprends pas très bien, parce que dans un cas, par exemple, dans le cas de Kennedy et Lincoln, les configurations étaient quoi? C'était les mêmes configurations au niveau des transits convers. Donc là, Lincoln. On est quand même dans l'astrologie. Non, comment ça se passe? Quand on fait le mi-point entre la date, voilà. Oui, entre deux dates, c'est pas encore entre ces deux dates, oui. On trouve le 4 août 1914 au soir. C'est là que débuta la Première Guerre mondiale en Europe. Oui, mais enfin, non, mais ça je comprends bien. Mais par contre, ces deux dates, elles s'expliquent astrologiquement aussi? Elles ont quelque chose en commun, les deux dates, ou c'est simplement des rapprochements chronologiques? Après, il n'y a pas spécialement de... Ah oui, d'accord, donc c'est plutôt un travail de... Oui, c'est un travail, ce qu'on pourrait appeler de recherche des nombres dans l'histoire. Oui, c'est une question... on n'a pas besoin d'être astrologue pour ça. Non. C'est une question de trouver les points de symétrie. Oui, c'est ça. Mais c'est même peut-être même pas d'astrologie. Non, c'est de la géométrie. Oui, voilà. Une géométrie numérique. Parce que dans l'exemple des tours, là, il n'y avait pas une configuration astrale. Alors là, par contre, c'était une configuration astrale. Mais elle n'est pas au... Mais c'est à partir... Voilà, ça il y avait une histoire de Pluton. Oui, on peut, comment... C'est pas obligatoire. Ah oui, d'accord. Si vous prenez entre la date de la Russie, le début de l'URSS, 1917, si on veut. 1917, et la fin de l'URSS, 89, faites le mi-point. 72-36, c'est la fameuse théorie de Barbeau, 53, la mort de Staline. Moi, sur le mi-point, là, je ne l'ai pas... Il faudrait rechercher. Parce que Barbeau, il a élaboré... C'est le cycle de Saturne-Neptune, donc oui. 36 ans, donc 36 ans après 1917 et 1953, 36 ans après 1953, c'est 1989, donc 1953, c'est le mi-point entre 1989 et 1917. Alors moi, indépendamment du cycle de Saturne-Neptune, je fais simplement ce mi-point-là. Je prends mon ordinateur, je regarde la date exacte médiane entre ces points médians. Sans référence planétaire. Sans référence planétaire. Ah oui, d'accord. Donc vous avez un autre côté de votre personnalité. Vous êtes une sorte d'historien qui travaille sur les nombres. Oui, en parallèle avec votre travail d'astrologue. Oui, on utilise ça en décodage biologique. Voilà, c'est ça. Donc là, on n'est plus dans l'astrologie, on est dans une forme d'astronumérologie ou une numérologie historique. Ouais, c'est une méthode qui, au départ, que j'ai utilisée pour les planètes, comme par exemple le position Saturne-Pluton. Et maintenant, vous l'utilisez. Ça marche aussi comme ça. Oui. Quand vous faites logique. La date médiane entre le début et la fin de la Russie, vous tombez sur le jour du lancement de la première centrale nucléaire. Par exemple, oui. Alors si vous prenez ce centre médian, c'est le cœur de la Russie symboliquement. Et ce cœur, c'est un cœur de réaction nucléaire qui a produit ce qu'on a vu, c'est Tchernobyl, vous voyez. Qui était cher à notre ami Le Serre, qui avait fait un bouquin sur ça. Oui, tout à fait. Et inversement, si on prend par exemple la date de naissance de Jésus-Christ, vous avez donc, on va dire l'an -6, ou, enfin, peu importe,
Et vous regardez 600 ans plus tard, vous avez la naissance de Mahomet. Et 600 ans plus tôt, et 600 ans, Bouddha. vous avez Bouddha. Et vous avez, et donc 6 et 6, ça fait 12. On a aussi les 12 apôtres. Vous voyez, on peut simplement regarder dans le niveau de la symbolique. Une sorte de cosmologie, comme ça. Oui. C'est-à-dire que le centre, c'est un centre de rayonnement solaire, mais là, c'est de la fusion, c'est de la fusion nucléaire. On n'est pas contrairement au nucléaire. On pourrait dire que le nucléaire, c'est carrément l'anti-amour, quoi. Donc, si vous voulez, en quelque sorte, on peut dire qu'au niveau mondial, vous travaillez plutôt sur les nombres, et au niveau personnel, vous êtes vraiment dans votre astrologie planétaire. Non, pas seulement, ça peut s'appliquer, les deux peuvent s'appliquer. Hein. Il y a des biorhythmes. Biorhythme. Non, oui, c'est ça, c'est dans le biorhythme, enfin, c'est... oui, vous voulez dire que vous pouvez aussi appliquer les nombres à la vie d'une personne. Au niveau individuel, aussi voilà. bien qu'au niveau mondial. Oui, d'accord, mais ça j'imagine. Ah oui, donc là, on est dans quelque chose d'assez minimal finalement. Oui, donc d'un côté, alors, comment vous expliquez que parfois ça obéit à une trame très simple, très minimale, qu'on peut faire de tête comme ça, voilà. Et de l'autre côté, il faut avoir un ordinateur pour savoir exactement tout. Comment vous... C'est là où ici il y a une délibération. Moi, ça ne me pose pas de problème, l'un n'empêche pas l'autre. Pour oui, moi, non, mais je le sais complexe, bien, mais malgré tout, se marie très bien. Oui. Après, oui, moi j'essaye de trouver des liens, j'essaie de faire des ponts, et puis des fois c'est plus ou moins simple. Oui. Voilà. Oui, c'est vrai que vous êtes on voit très bien chez vous à la fois le goût des grands ensembles, des choses relativement simples, parce que la science, finalement, quelque part, il faut que ça arrive à une sorte de simplicité, de transparence, et puis de l'autre côté, effectivement, mais Barbeau est un peu pareil, parce qu'en fin de compte, Barbeau, il est à la fois dans la société mondiale, et à la fois, il est dans l'astropsychanalyse, il est à la fois dans l'étude des thèmes, enfin bon, je veux dire, il a cette double casquette, on peut dire. Ouais, par exemple, si je prends la période actuelle 2012-2014, donc régie par ce carré Uranus-Pluton. Oui. Donc, si je recherche les dates médianes qui correspondaient à ça, ça me donne la première que je trouve, c'est 1720. Oui. Là, on a eu donc John Law. Oui, le fameux système de Law à la Régence. Oui. Qui l'a conduit à la banqueroute. Oui. Oh, on va regarder comme ça. Voilà. Il se trouve que ça bouge. Donc il se trouve que ce système-là est encore utilisé actuellement. Il y a une partie de la théorie de ce monsieur qui est encore utilisée et qui pourrait bien nous emmener aussi à une nouvelle banqueroute. D'accord. Donc ça, c'est l'idéologie capitaliste. Ensuite, le deuxième point médian, c'est 1944. Et là, on a encore le déferlement du communisme dans l'Europe de l'Est et tout ça. Donc là, on a l'idéologie anticapitaliste communiste qui se développe. Et ensuite, le troisième point médian, c'est 1974, qui correspond à la... Voilà. Et donc on a là l'anticapitalisme musulman, si vous voulez. Donc on a les trois grandes clés qui en fait se rejoignent actuellement. En fait, de cette période 2012-2014, c'est le creuset de ces trois niveaux-là. Voilà, donc c'est la fin, quoi. C'est 2012. Donc on est dans une période très très intéressante actuellement, oui, cruciale. Qui est cruciale dans le sens où on a effectivement... Quelle est la résultante de la résultante de ces trois niveaux. Elle est porteuse de tout ça déjà, elle a ce passif. Voilà. Alors qu'est-ce que vous avez une vague idée de ce à quoi comment ça pourrait se concrétiser tout ça? Vous voyez quoi? Je sais bien que c'est pas très drôle de le dire, mais enfin je veux dire, vous pensez que cette année 2014 va nous réserver des choses assez fortes? On est déjà au mois de juin. Oui, on a en fait moi j'en ai aucune idée en fait. Oui.
sait que vous n'avez pas l'idée de ce que ça sera, mais ça sera. Oui, Il y a quelque chose de fort qui va se produire, c'est ça que vous dites. Ouais, pour moi la crise elle a commencé avec le carré Uranus-Pluton, mais elle a commencé même un peu avant, en 2011, avec le tsunami et Fukushima. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, le carré Uranus-Pluton n'était pas encore formé, mais il y a eu un Jupiter qui a servi de relais. Donc, on peut dire qu'on est rentré dans cette dynamique de carré Pluton avec l'explosion de Fukushima, quoi. Et lorsque il y a eu Tchernobyl, on avait un semi-carré d'Uranus-Pluton. Ouais. Et je l'avais signalé dans ce livre-là. Vous l'aviez annoncé? J'avais signalé que, oui, que 2012 était. J'avais expliqué ça. Donc, ça donne le ton. Après, qu'est-ce qui va se passer Quel genre de choses? À quel genre? On est vraiment sur une dynamique, quoi. Mais à tous les niveaux. Et donc ça vient, pour récapituler, pour résumer, ça vient du fait que on calcule les transits convers, c'est ça, de ce qui se passe actuellement, de la configuration Pluton. Oui, on va rechercher les carrés Uranus-Pluton précédents. Voilà, et vous en faites plusieurs. Vous avez le premier carré, l'opposition. Et à chaque fois, on va faire des emboîtements et ça va donner des dates médianes. Qui vont nous informer, qui vont nous donner aussi une série de un type d'événements, quelque chose. Oui, qui font une synthèse. Voilà, c'est ça. Donc ça vous dit un peu ce qui va se passer parce que, par référence aux événements déjà réalisés. Parce que si on regarde plus en détail avec le carré précédent, donc on avait 1933 qui correspondait à 1933. C'est l'avènement de Hitler. Oui, c'était la décision de Roosevelt de confisquer l'or et l'or n'est pas sans rappeler celle qui a été prise par John Law en 1720. Ça se retrouve. John Lass, on disait. Oui. Ensuite, il faudra attendre 1975 pour que les citoyens américains retrouvent le droit de posséder de l'or sans restriction. Et donc cette date-là est aussi indiquée. Et les détenteurs d'or actuels doivent se demander si le risque de confiscation est de nouveau possible entre 2013 et 2015. Il ne semble pas que ces dates. Il semble que ces dates sont reliées en binôme. Bon, alors, au niveau de la consultation, alors vous donnez des consultations ou pas? Oui. Vous en donnez quand même. Alors comment pouvez-vous nous dire un petit peu votre en pratique comme ça, la consultation classique chez vous, comment ça se passe? À la façon du Berbrun. Oui. Eh ben, disons que moi je fais. Disons que peu importe l'outil, quoi. Disons que pour moi, la quatrième D, c'est une dimension en plus. Mais pour plein de niveaux. Maintenant, par exemple, la plupart des problèmes pour lesquels la personne vient, les trois quarts du temps, je vais les trouver dans les planètes du transit converse. Ah oui, carrément, c'est presque ça qui se passe en premier. C'est comme dans l'histoire, l'histoire mondiale, vous voyez. En fait, vous préférez travailler sur les transits converses que les transits normaux. Ouais, je les trouve plus pertinents. Souvent, quand on a fait des découvertes dans un domaine, on met ça en avant. Comme les gens, à un moment donné, qui s'adressaient à Lilith, ils voyaient tout par Lilith ou par les nœuds lunaires. Ouais, disons que, disons que statistiquement, il n'y a pas de raison que ce soit plus dans un sens que dans l'autre. Mais pour moi, ça marche mieux, du côté converse. Donc, je regarde les deux. Donc, converse par rapport à quoi? Par rapport à maintenant, au moment de la consultation? Voilà, par rapport au moment de la consultation et par rapport aux périodes. Donc, par exemple, nous sommes aujourd'hui le 20 septembre, mai 2014. Vous allez me calculer mon train. Alors, de toute façon, tout le monde aura. Alors, attendez, parce que vous ne calculez pas par rapport au thème natal, vous calculez Si, c'est toujours par rapport au thème natal. Oui, tout à fait. Alors, le thème natal, mais alors le thème natal, ça ne va pas nous parler de ce qui est. Alors, admettons que
mon thème natal convert intégralement ou seulement une configuration? Je vais calculer le thème converse d'aujourd'hui par rapport à votre thème natal. Voilà, c'est ça. L'astrologie horaire combinée avec l'astrologie natale, génétiliaque, et ensuite aussi combinée avec le thème convert d'aujourd'hui ou du thème natal. Vous faites les deux? Vous pouvez faire par exemple le thème convert d'aujourd'hui ou celui de ma naissance? En fait, moi je pars toujours de votre thème natal qui est toujours au centre. Oui, mais vous me disiez quand même que vous regardiez un peu ce qui se passait aujourd'hui. Je regarde le thème d'aujourd'hui, oui, et je regarde le thème converse. Oui. Voilà. Alors, le thème quand je dis le thème converse, il y a 3 thèmes. Voilà, c'est 3 thèmes. Voilà. Quand je dis le thème converse, ça peut être le thème. Et donc le thème natal est à mi-chemin entre aujourd'hui et la. Toujours. Voilà. Le thème natal est toujours à mi-chemin. Voilà, c'est ça le centre. C'est le facteur qui manque. Le centre d'intérêt de la personne. Voilà. C'est ça, c'est le thème natal. Ouais. Donc le thème natal, bon bah ce n'est jamais qu'un événement. Alors évidemment le thème qui est avant ma naissance, ça ne peut pas me concerner moi directement au départ. C'est un événement auquel je n'ai pas participé, parce que je n'étais pas né. Ça peut vous indiquer. Ça peut indiquer, mais ce n'est pas moi, au sens strict du terme. Et il faut voir aussi. Non, par exemple, aujourd'hui, moi, j'ai cherché par exemple 60X années, donc on va regarder 60 ans avant ma naissance. Voilà, ça peut correspondre à des dates de 1880, de personnes de votre généalogie, sur un plan statique. Mais sur le plan dynamique, ça va correspondre en fait à des transits converses, c'est-à-dire des planètes qui viennent du futur, oui, et qui viennent se poser. Est-ce que vous allez regarder, alors vous allez regarder seulement le thème convert, ou vous allez regarder ce qui s'est passé à l'époque? Non, pas à l'époque. Vous n'avez pas besoin de regarder ce qui n'est pas un journal qui vous permet de savoir ce qui s'est passé à ce moment-là. Maintenant, si ça tombe sur 1914, oui. bon, enfin autrement non. Ça va peut-être me parler. Mais, ou alors, si vous d'un seul coup je vous dis, c'est 1895, oui, c'est la naissance de mon père. Mais sinon, moi non, je regarde. Moi, ce qui m'intéresse, c'est au niveau de la dynamique. C'est-à-dire, le transit converse, c'est une planète qui vient du futur et qui va se poser, entre guillemets, sur un moment du passé. Vous allez avoir vos 3 thèmes. Comment vous allez organiser la lecture de ces 3 thèmes, le thème horaire, le thème convert et le thème natal? Oui, alors, après, ça dépend de ce qu'on appelle le thème converse et le thème horaire. Ça peut être un thème quotidien et un thème quotidien converse. Ça peut être une révolution solaire, une révolution solaire converse. C'est un thème transit, un thème converse. Une révolution lunaire converse. Ouais. C'est un thème de progresser, un thème progresser converse. Ouais. Oui. À chaque fois. C'est-à-dire que si je veux utiliser une technique, je la mets dans les deux sens. Et je l'utilise de la même manière, mais je vais chercher les points communs. Par exemple, dans une révolution solaire, je vais avoir un Uranus à l'ascendant. Je veux dire, c'est une année qui va être importante pour la personne. Il y a des choses qui vont se passer. Mais dans quel domaine, je ne sais pas trop. C'est pour la personne, je sais. Et je regarde dans la révolution solaire, converse, et là, je vois un Uranus en maison 5. Alors là, je vais dire, tiens, il risque d'y avoir des événements par rapport à vos enfants ou par rapport aux amours. Ça va me permettre de cibler. C'est complémentaire. Autre cas, dans la révolution solaire, j'ai un milieu de ciel en taureau. Bon, la personne, elle me pose la question, est-ce que je vais changer de travail? Ben moi, du ciel taureau, je ne vois pas trop de changement. Par contre, dans la révolution solaire converse, je vois que ce milieu de ciel est en bélier. Donc, tiens, ça peut être du changement, mais lié au signe fixe, ça va être du changement à l'intérieur du métier dans lequel elle se trouve actuellement. Mais ça ne va pas être un changement radical, complet. Et ça va être une transformation dans la continuité, ouais, dans l'interne. Une promo, un changement de poste interne. Voilà, c'est comme ça que je jongle avec mes deux thèmes. Donc soit c'est le thème de la consultation, soit ça peut être le thème de la révolution solaire. Ouais, c'est l'un ou l'autre.
Si la personne parle, si l'anniversaire est quand même déjà il y a pas mal de temps, enfin bon, je sais pas. Donc c'est l'un ou l'autre, oui, c'est ça. Ouais, c'est l'un ou l'autre, et puis il y en a un qui va me mettre. Ce sera toujours la même année. Qui va me parler de quelque chose et l'autre va me donner des éléments complémentaires, vous voyez. Ouais. Donc c'est l'approche par deux. Moi, ça me simplifie la vie. Je trouve que par exemple les transits, souvent on dit, enfin ceux qui utilisent les transits, ils disent bon, on ne trouve pas tout dans les transits. Voilà. Mais si vous regardez les transits et puis les transits converses, vous en avez 2 fois plus. Bien sûr. Et moi, ce que je fais, c'est que je réduis les ordres de 2 fois plus. Bien sûr. Donc ça me permet d'être plus précis. C'est une meilleure qualité, mais vous avez plus de choix, mais il y a une meilleure qualité. Plus pointu. Oui. Et puis, si c'est des transits qui sont de la même nature, ou voilà, moi je fais un listing. Je suis AstroPC, j'ai une fonction multi-recherche. Ouais. Je peux oui, d'accord. Ouais. Je peux avoir dans ma liste tous les transits à la fois directs et converses. Et donc je vais pouvoir voir si c'est Uranus qui ressort plus, ou dominante, une conjoncture qui revient. Oui. C'est ça. Et donc, paradoxalement, plus on a de facteurs, plus on peut arriver à faire sortir une dominante. Oui, parce que ça dépend. Parce que quantitativement, il va y avoir des choses qui vont se croiser, qui vont se recouper. Mais au bout du compte, on va avoir un résultat final qui sera assez simple. Ce qu'on appelle un train d'aspect. Hein. Vous avez un train d'aspect rouge, ou un train d'aspect bleu, ou oui, ce que font un peu les Allemands d'ailleurs. Dans le coin, ils ont des trucs compliqués. Les Allemands, ils ont des systèmes comme ça. Oui, en cosmologie. Oui, exactement. C'est pertinent, ça. Ils ont montré le chemin de cette direction. Mais effectivement, le paradoxe, c'est qu'au fond, avec tous ces recoupements, au fond, on arrive à une équation relativement simple. Oui. Mais moi, ça m'amuse beaucoup parce que finalement, c'est comme, par exemple, c'est vrai que c'est un paradoxe intéressant. On augmente, on accumule, et puis au fond, comme ça, moi je dirais presque, on a la solution. On finit par, c'est l'âge du capitaine, on finit par avoir la solution à force d'accumuler. C'est comme un policier qui dirait, écoutez, moi, je vais augmenter le nombre de suspects. Je vais, par exemple, connaître que tous les gens qui sont à 1 km à la ronde sont suspects. Et puis je vais croiser les informations des uns et des autres. Et comme ça, j'aurai le nom du coupable. C'est une forme d'extrapolation comme ça qui est qui donne un peu le vertige. Oui, c'est un enrichissement, mais bon, après, c'est vrai qu'il faut donner des règles qui permettent de simplifier les choses. Hein. On peut aussi se noyer dedans. Hein. Il y en a aussi qui se noient dans un verre d'eau. Hein. Non, mais je pense qu'il y a des gens qui, en écoutant notre émission, vont se dire, tiens, vous savez, c'est comme les astro-sidéralistes à l'époque, à l'époque de Dorsan, etc. Les gens, ça les excitait de se voir autrement. Même un astro complètement aguerri, ça peut l'amuser de se voir autrement. Parce que même pour lui-même, même pas forcément pour l'utiliser pour les autres, mais pour lui-même déjà. Parce que finalement, un astro, c'est aussi quelqu'un qui travaille sur lui-même. Ça peut l'intéresser de voir d'avoir un autre regard sur lui-même. Oui, alors j'utilise aussi le thème natal en lui-même, indépendamment des techniques. Le thème natal, de 2 manières, d'une manière naturelle et aussi d'une manière converse. Oui. C'est-à-dire qu'en faisant partir, par exemple, quelqu'un qui est ascendant bélier, dans le thème converse, il se trouve ascendant sagittaire. Oui. Oui. Donc la donification va commencer. Rapprochez-vous de la caméra, éventuellement. Donc on prend le thème natal, prenons une personne qui est née avec un ascendant en bélier. Ça va être son thème classique. Hein. Maintenant, si je veux regarder son thème converse, c'est-à-dire quel travail elle a fait, et qu'elle est censée avoir fait, après avoir passé cette conversion, ce retour sur soi. Donc ça va être le thème évolutif. L'ascendant va devenir, va partir à ce moment-là de la maison 9 dérivée, mais inversée, c'est-à-dire que cet ascendant bélier va devenir sagittaire, et les maisons vont devenir inversées. Donc je laisse les planètes telles qu'elles sont, mais j'inverse
J'inverse les maisons et je les fais partir à partir de la maison 9 dérivée. Et donc ça me donne toute une sorte de nouvelles informations supplémentaires au thème natal. Ah oui. Voilà. Finalement, l'idée c'est qu'il manquait quelque chose. C'est un peu l'idée de beaucoup d'astrologues au XXe siècle, au début du XXe siècle. Il manquait des planètes, il manquait ceci, il manquait cela. Ça ne marche pas, ça ne marchait pas. Et maintenant, on va combler les manques, on va combler les vides. On aura un truc qui sera plus serré, plus quadrillé. Mais en même temps, l'objection qu'on pourrait vous faire, comme vous imaginez, c'est qu'on a tellement de facteurs qu'on peut toujours expliquer les choses. Enfin, je veux dire, oui, d'où l'intérêt, par exemple, du forum d'Uranie dont je vous parlais, c'est-à-dire qu'on fait des exercices en aveugle, et après on a des réponses, et ça permet de voir, de tester, de mettre au banc d'essai ses méthodes. Oui, bien sûr, oui. Mais c'est vrai que ce qui est amusant, c'est cette rencontre entre Hubert Brun et moi, elle est amusante parce qu'effectivement, on est carrément antipodes. C'est amusant de voir que l'avenir de l'astrologie est perçu par les astrologues en deux directions totalement opposées. Oui, parce que moi j'ai 12 planètes et après j'ai 12 planètes converses. Oui. Voilà, ça m'en fait du monde. Hein. Oui. Alors on ne peut pas imaginer plus opposé, effectivement. Alors qui a raison moi j'ai la faiblesse de croire qu'avec un modèle hyper simple, mais très très bien défini, très bien pensé, on peut expliquer énormément de choses. Vous avez la voyante qui se suffit de sa boule de cristal, et puis l'autre qui va sortir tout un tas de naturel. Oui, quoi que la boule, oui, c'est exact aussi, mais la boule de cristal, elle va quand même sortir. Mais vous pouvez nous dire un petit peu, excusez-moi, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu de quoi parle l'astrologie? Enfin, je veux dire, est-ce que si vous pourriez faire un effort pour nous dire ce qu'étudie, quelles sont les problématiques de la vie des gens qui sont étudiés par l'astrologie? De quoi traite l'astrologie en fait? Bon, si on vous demandait quelle est la définition de l'astrologie, qu'est-ce que vous diriez, Hubert Brun? Il y a plusieurs questions. Excusez-moi, donc la question c'est quelle définition donneriez-vous de l'astrologie? Qu'est-ce qu'elle étudie? Est-ce qu'elle étudie l'individu? Est-ce qu'elle étudie l'humanité? Qu'est-ce qu'elle étudie dans la vie des gens? Comment repérer le facteur astrologique? Moi, c'est ça qui m'intéresse aussi. Si vous me demandez, par exemple, je suis naïf, je suis candide, je vous dis, Monsieur Brun, pas le Monsieur Brun de Marius, hein. Ouais. Monsieur Brun, est-ce que vous pouvez me dire, moi, dans ma vie, qu'est-ce qui pourrait être particulièrement qu'est-ce qui devrait spécialement son existence à l'astrologie? Quels sont les événements dans notre vie qui sont particulièrement liés à l'astrologie, qu'on pourrait être spécialement liés à l'astrologie? Je pars dans la consultation, je fais beaucoup parler les gens en fait. Ouais. C'est-à-dire que je pars de repères astrologiques que font par exemple des choses facilement repérables, où je peux leur dire, voilà, à telle période, vous avez été dans une zone de turbulence, je sais pas, l'Uranus Vénus, est-ce que c'était pas un divorce, ou plus c'était dans la quarantaine, c'était pas difficile de dire. Là, la personne elle me dit oui, à ce moment-là, je suis le fils d'Uranus, et je vais ressortir après à 21, 22 ans. Oui. Voilà. Donc, et la personne va être bluffée parce qu'effectivement, si elle est uranienne, elle ne loupe pas, c'est 22, c'est 40 ans, c'est la quarantaine, et ainsi de suite. Autrement, ça peut être aussi les signes de Jupiter, tous les 12 ans, etc. Ou signe de Saturne. Géna, il fait exactement comme vous, justement, actuellement, j'en parlais l'autre jour. Ça met en confiance. Il fait ça, il ne regarde même pas les éphémérides, alors là, c'est ce que j'appelle l'astrologie minimale. Oui. Voilà, 12 ans, 24 ans, 36 ans, 48 ans, 42 ans, 84 ans, voilà, et on travaille sur Jupiter, Saturne et Uranus, et puis c'est bon. C'est très simple, et ensuite, on peut très bien se projeter sur le futur, avec le prochain cycle, et puis voilà, si c'est un prochain cycle en trigone, voilà, il y a accomplissement, il y a réalisation, maturité. Alors ça met en confiance, et du coup la personne se parle, et puis beaucoup de personnes en fait qui viennent en consultation, parce qu'elles ont besoin de parler. Oui, bien sûr.
Bon, ça m'est déjà arrivé, moi, d'aller chez un astrologue, il a mis sa cassette en route, et puis j'en ai pas placé une. J'étais frustré. Oui. Alors, voilà. Et donc, le fait qu'elle parle, eh ben, elle se délivre. Elle se livre, oui. Beaucoup, elle dit beaucoup d'elle-même, et puis... bah, mais elle parle à un astrologue. Oui. Il faut qu'elle se dise, ce type-là, c'est un astrologue, donc c'est quelqu'un qui fonctionne autrement, qui a un autre mode de raisonnement, mais en même temps, c'est vrai qu'on pourrait dire qu'à la limite, à partir du moment où vous commencez à lui expliquer un peu votre astrologie, elle se dit oui, bon, ce type-là, il est un petit peu out of space, il voit les choses autrement, donc en effet, je vais pouvoir me confier à lui parce que il n'est pas comme les autres. Oui, c'est vrai que quand je parle je mets les anges en avant, j'ai des personnes qui viennent, qui ont fait une certaine recherche, enfin, oui. ça cible un petit peu. Et puis voilà, ça met en confiance. C'est le de transfert. Oui. Après, moi je relis ce qui a été dit sur la structure du thème. Oui. Voilà, ils apportent la chair, moi j'apporte les os. Enfin, oui, voilà, c'est ça. Oui, exactement. Je l'avais écrit dans mon bouquin, l'astrologue face à son client, j'ai dit effectivement, moi l'astrologue disait, moi j'ai le squelette, et puis eux, ils apportent le contenu. La forme, les formes, les couleurs, les émotions. Du regard à la limite, enfin, bon, il faut le dialogue, hein, c'est ça, le dialogue. Ah oui, moi c'est vraiment essentiel, quoi. Et c'est pour ça que moi je passe facilement 2 heures, oui, 2 heures dans une consultation, parce qu'il faut 1 heure pour se mettre, pour moi, se mettre bien, oui, pour ajuster un peu les violons. Après on commence à être plus dans la profondeur. Et au bout du compte, alors qu'est-ce que ça apporte au bout du compte, cet entretien la personne n'a pas le fait qu'elle ait eu la déjà le fait qu'elle elle a parlé. Oui, je sais, oui. Elle a dit des choses qu'elle n'aurait jamais dit à son mari, voilà, parce qu'il n'y a plus de confessionnal. Oui, vous avez conscience de ça, bien sûr. Et puis ensuite, je vais apporter des pistes, donc, avec une certaine lecture et un autre regard sur elle-même aussi. Sur elle-même, qui permet, un peu comme une montgolfière, vous voyez, vous prenez de la hauteur, parce que la personne, elle arrive, elle a le nez dans le guidon, hein, donc on peut lui dire des choses à la limite qu'elle ne savait pas ou qu'elle n'aurait pas pensé. Ouvrir des horizons. C'est toujours bon à prendre. Toujours bon à prendre, des portes à bien, tiens, là, si vous passez par là. Oui. Donc l'astrologue n'a pas forcément besoin de dire des choses qui sont justes, au fond. Il faut simplement que ça lui parle, et que ça lui donne des idées. Ouais, parce que juste, c'est juste. Non, je veux dire juste, ça n'est pas forcément obligé de retrouver ce qu'elle avait déjà fait ou ce qu'elle connaît déjà. Oui. Ça peut ouvrir des choses. Donc finalement, moi je dis toujours à mes élèves, je leur dis, de toute façon, vous ne risquez pas de vous tromper parce que ou bien vous dites des choses que les gens savent déjà, et c'est bien, ou bien vous leur dites des choses qu'ils ne savent pas sur eux, et c'est bien aussi parce que comme ça leur ouvre des perspectives. L'important c'est la relation, la relation humaine. Une relation, c'est important, c'est pas la technique, c'est la capacité. La technique, c'est ce qui met en condition, c'est le décor, c'est ça par exemple, le dessin, c'est toujours ce que j'ai pensé. C'est visuel la technique, quelque part. Moi je dis que l'astrologue, il est dans le visuel. Il faut qu'il y ait un visuel, des dessins, des schémas, de l'atmosphère, et puis le reste après, la personne elle se lance. Le consultant il n'a rien à cirer si je suis en 2D, en 3D ou en 4D en astrologie, ça c'est pas son problème, quoi. Il vient pour parler de lui, il vient pour y trouver des... Enfin, il faut qu'il ait simplement l'impression quand même d'être chez un astrologue quelque part. Il y a, oui, c'est ça. Non, mais justement, là, il y a l'astrologie, il y a des livres, voilà. Il faut, et ça, c'est la condition sine qua non. Il faut que la personne voit de l'astrologie et voit éventuellement son thème dressé. Oui, moi je monte, parce que moi je mets le thème bien de visu. Voilà, sur le thème. Et puis à droite je mets le thème de révolution solaire. Oui, alors, en plus. Et à gauche le thème de révolution solaire. Voilà. Et donc elle vous voit tout ça, elle vous voit avec toute cette espèce de clavier. Et à partir de là, elle se dit, ah ben d'accord, en effet, là, j'ai rencontré la personne qu'il me fallait, qui voit les choses autrement, qui a un autre regard sur le monde. Oui, et donc elle a les moyens, elle a les outils pour mieux percevoir. Et ça rassure, ça passe par un intermédiaire. Il y en a qui préfèrent avoir une relation directe.
d'autres qui préfèrent, par exemple, pour le psychanalyste sur son divan, ne pas voir, son thérapeute. En fait, chacun va trouver... Et ça, vous en avez parlé dans votre DESS de cette question? Alors oui, ça c'est quelque chose que j'ai abordé. Vous avez dû aborder cette description du comportement professionnel. C'est un peu ça que vous avez dit, je suppose. C'est bien, parce que c'est très lucide, voilà, parce que c'est ce qu'on appelle le non-dit. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Il y a officiellement ce qui est censé se produire, et puis il y a ce qui se passe sur le terrain, qui souvent est beaucoup plus simple. Ben oui. C'est pour ça que l'enseignement de l'astrologie, vous avez envisagé d'enseigner l'astrologie? Moi, non, parce que je m'intéresse, moi, surtout, je m'intéresse déjà plus aux anges, vous voyez, je m'intéresse maintenant au troisième volet. Voilà, je suis toujours en avant, ouais. Je suis toujours dans ce futur, toujours en création permanente, quoi. Et pour enseigner, il faudrait figer un peu. Il faut être plus saturnien. Oui. Pour la répétition, c'est plutôt Saturne. Structure, classement. Mais en revanche, vous pourriez très bien enseigner une forme de, comme ça, comme vous disiez, la 4D. Non, même pas. Voilà, quelque chose de relativement simple. Ou même à la limite dire voilà aux gens. Je prends un côté un peu cynique, on va dire aux gens voilà vous avez votre ordinateur vous sort les schémas. Donc là déjà vous avez une bonne plateforme et puis vous commencez, la personne commence, voyant que vous êtes astrologue, ce que j'avais appelé il y a quelques années la cosmothérapie. C'est-à-dire la personne voit que vous êtes dans le cosmique et donc à ce moment-là, elle va souffrir, elle va parler et puis ça va s'enchaîner. Donc finalement, il n'y a pas vraiment besoin d'apprendre l'astrologie pour être astrologue. Ouais, bah ça c'est... Avec l'informatique, on peut s'improviser astrologue assez rapidement. Si c'est simplement visuel, si c'est de l'ordre du visuel, effectivement. Alors, je voudrais vous poser quelques questions subsidiaires. Est-ce que vous savez que c'est un de mes sujets obsessionnels, est-ce que vous distinguez les clients, enfin les hommes et les femmes, quelque part? Parce que pour l'instant, on a beaucoup parlé de dualité, mais pas de celle-là. Celle-là, elle n'est pas importante, apparemment. Ça ne vous parle pas, les hommes et les femmes. Moi, je veux dire, dans votre système... La clientèle, c'est 90% de femmes. Bon, alors, d'accord. Donc, et comment vous expliquez... quand il y a un homme, je suis content. Mais comment vous expliquez cette prédilection, ou plutôt pourquoi les hommes désertent-ils l'astrologie, Hubert? Peut-être que ça dépend, parce qu'il y a des fois, il y a plus d'hommes, ça dépend aussi des astrologues. Les femmes vont plus attirer plus les hommes, l'astrologue. Parce que chez Didier Gélin, il y a à peu près la moitié d'hommes et de femmes, à mon avis. Alors que, par exemple, quand on va aux réunions de l'association Source de Catherine Gestas, il y a 95% de femmes. Ouais. Mais je crois que c'est parce que la relation avec le public n'est pas la même. Ouais. Les astrologues n'aiment pas les trucs qui sont trop... Les hommes n'aiment pas trop les choses qui sont... je reste devant le conférencier, il ne pose pas de questions. Donc avec Gélin, les gens s'amusent beaucoup, ils dansent des trucs. Ouais, c'est vrai que Gélin, oui, c'est 2 fois par mois. Donc justement, vous avez les films qui ont été tournés tous les films. Comme c'est plus ouvert à ce qui est sociétal, ça va attirer plus les hommes. Oui. Alors que les femmes vont être plus attirées par l'intime. Non, mais il y a aussi le côté un peu bordélique que les hommes aiment bien, je crois. La parole qui fuse comme ça, où on ne reste pas. Parce que chez Catherine Gestas, c'est carrément 2 heures de conférence, pas de questions, pas de débat, voilà. C'est le spectacle. C'était le 3D, parce que c'était le DDD. Le dimanche de donc là, si je viens, je crois que j'apporterai le 4e. Oui, mais essayez de vous caser, mais en tout cas, à mon avis, c'est tout à fait faisable. Vous allez devoir apporter votre ordinateur, parce que... Ah oui. Puisqu'autrement, vous n'allez pas vous en sortir. Ah bah oui, oui, mais j'ai un petit notebook qui permet de faire... Voilà, faites ça, apportez votre notebook. Ça permet de faire simple. Donc c'est au Falstaff, au Place de la Bastille, c'est le 2e et 4e dimanche du mois, qui sont en réunion. Oui, tout à fait sympathique. Je l'avais croisé, moi, une conférence, un congrès. Oui, mais il est sympathique, mais si vous voulez, moi, ce qui me préoccupe, alors c'est que, premièrement, lui, il demande aucune date quand il étudie un personnage célèbre. Il ne s'adonne absolument pas aux dates de sa vie, parce que je trouve ça quand même un peu choquant. Donc il a aucune préoccupation. Et
par exemple, l'autre jour, on a fait bon, et en plus, effectivement, il utilise ce système dont vous avez parlé, c'est-à-dire les retours. Donc, il n'ouvre pas les éphémérides. Voilà, ah oui, oui, c'était le retour de Saturne, l'opposition de Saturne, l'opposition d'Uranus. Et au fond, c'est ce que moi j'ai fait un truc, une astrologie minimale, c'est-à-dire qu'au fond, voilà. Je crois que les astrologues, ce qui est intéressant quand on vous écoute, c'est qu'on a cette même problématique, c'est-à-dire qu'à la fois, on est dans la complexité, et à la fois, quelque part, au niveau viscéral, on a envie des choses simples. Et donc le viscéral, vous voyez, pour revenir à la méthodologie, c'est-à-dire qu'au premier regard, on pourrait dire, voilà, c'est des gens qui sont très compliqués, qui tiennent compte de tas de facteurs, et puis dans la pratique, on s'aperçoit que Didier Génin, il n'étudie absolument pas, que ce soit pour un chanteur, pour un criminel ou pour je ne sais pas qui, il n'étudie absolument pas les dates marquantes de la vie de la personne, et que lorsque on lui demande de le faire expressément, il va dire oui, bon, bah, la personne avait tel âge, donc c'est le retour de tel état. Donc finalement, moi je trouve que c'est quand même assez inquiétant qu'on en soit à ce point-là, de ne plus s'axer que sur le thème natal, de même pas étudier les transits, de même pas demander les moments importants. Par exemple, l'autre jour, on avait Madame Marie-Frédéric Turpot, là, on a étudié sa vie. À aucun moment, il y en a un dans la salle qui a dit qu'est-ce qui vous est arrivé en telle année. Non, mais c'est-à-dire qu'on est quand même dans un état de décadence là. À aucun moment on a dit mais qu'est-ce qui s'est passé pour vous en 65 ou en quelle année vous avez eu telle et telle chose. Non, on a déversé des informations en vrac sur j'ai fait ceci, j'ai fait cela, mais on n'a pas du tout situé les choses. Est-ce que vous trouvez ça, vous auriez cherché quand même des dates. Oui, moi je suis voilà. Moi je suis un fan de précision. Voilà. Un obsédé de la précision. Voilà. Et donc là, je vous préfère vous prévenir, parce que justement, oui, il y a un grand problème à ce niveau-là. Hein. Voilà, l'autre jour, il y avait Stéphane Rieu qui faisait sur les criminels. Il n'a jamais pensé une seconde à étudier à quel moment le criminel avait fait son acte. C'était simplement le moment de naissance. Non mais c'est surréaliste. Ça dépend ce qu'on veut chercher. Hein. Non, c'est pas une question de chercher. On en arrive à cette espèce on arrive à un point zéro de l'astrologie. Moi je pense que c'était quand même un plus de savoir à quelle date il a pu voir ses... Oui, mais alors ça leur aurait posé deux questions. Un, rechercher les dates de la vie de la personne. Deux, regarder ses éphémérides pour ces dates-là. Et ça, c'est trop lourd. Sur son site, il a quand même... il met des dates. Eh ben, alors écoutez, peut-être, mais alors en réunion, quand même, ça ne se fait pas. Ben, il se lâche, comme ça lui fait un voilà, alors, oui, c'est ça, mais enfin, moi, je trouve que je sais pas, mais je veux dire que si les astrologues ne donnent plus de dates, surtout que lui, il s'était fâché avec l'ARDAF, parce que justement, l'ARDAF a dit qu'il ne fallait pas faire de prévision, mais lui, il ne fait pas de prévision non plus. Ou plus, il ne fait pas de récit, il n'étudie pas les transits, il ne fait pas de thème horaire, il regarde. Bon, la seule chose, c'est effectivement, j'étais assez surpris de vous entendre le dire, c'est effectivement, voilà, c'est le retour. Les retours. Bizarre, parce que bon, les retours, alors comme ça, vous avez 48 ans, ah ben c'est bien, alors à 48 ans, bon ben c'est bon, c'est 4 fois 12 ans, 42 ans, c'est la moitié d'Uranus. Donc, vous pensez quand même que, donc vous pensez que, bon, là c'est vrai que l'astrologie, donc là vous pensez que l'astrologie va se ressaisir en utilisant justement cette 4D, mais je suis obligé de dire que la tendance actuelle des astrologues est tellement à la paresse intellectuelle, ils sont tellement dans une espèce de démission en disant voilà, bon, peu importe. Vous-même, est-ce que vos clients cherchent tellement des dates? C'est peut-être pas leur préoccupation. D'ailleurs, vous m'avez dit que bon, ils aimaient parler de etc. Bon, à la limite, vous allez pouvoir leur dire, enfin, j'allais dire en disant ça, mais ah oui, vous m'avez donné cette heure. Oui, ben effectivement, de toute façon, ce qu'ils veulent, c'est qu'on leur dise c'est dans votre thème. En général, c'est dans votre thème, c'est-à-dire que ça s'explique astrologiquement, quoi, sans même leur donner des précisions par-dessus là-dessus. Ils viennent pour une révolution solaire en général. Donc, pour l'année. Donc c'est sur l'année. Alors l'année, c'est quand même relativement confortable. Voilà, et donc sur l'année ou sur les 3 ans à venir, mais bon, quand c'est au-delà de l'année, je leur dis, bon, bah, c'est dans 2-3 ans, mais voilà, mais je ne vais pas leur donner des dates précises, parce que ça bloque. Oui. C'est pas souhaitable. Vous ne leur donnez pas non plus de dates dans leur passé, si vous ne pas Si, souvent
des périodes dans le passé pour justement pour les mettre en confiance, pour montrer je pars sur des compétences. Oui, mais peut-être que c'est peut-être un peu... Bon, je sais pas, tel que je vois, j'ai l'impression que c'est peut-être un peu trop de zèle. Parce qu'on voit apparemment que, comme vous dites vous-même, au fond, ils ont besoin de voir un peu d'astrologie comme ça sur la table, sur le bureau, sur les murs, et puis à partir de là, ils se lâchent. Puis pour moi, c'est par curiosité aussi, pour savoir... Voilà. Vous avez votre côté chercheur, vous essayez oui, voilà, c'est ça. Oui, c'est quand même aussi des sujets de recherche. Oui, vous voulez vérifier votre théorie sur les... Les clients, c'est aussi des cobayes, quelque part. Mais oui, non, mais je ne peux pas dire, évidemment. Hein, mais c'est comme ça qu'on évolue. Oui. On se perfectionne, on se chaque. Oui. Mais on fait des essais, on peut en manger des fois. Oui, puis il y a un côté quand même alimentaire à la pratique de l'astrologie, à une certaine mesure. Enfin, on vient dans ces problématiques. On ne peut pas vivre en tant que chercheur en astrologie. Oui, c'est sûr. Donc à un moment donné, même Nicolas ou Barbeau, c'est pareil. Barbeau, par exemple, il a fait des centaines de consultations dans sa vie. Oui. Nicolas, je crois qu'il faisait des horoscopes. Il a fait horoscopes et puis il a fait pour Astroflash aussi, Nicolas. Mais je veux dire que tous ces gens-là, ils ont été obligés, quel que soit leur... et ça, on est en plein dans l'ethnométhodologie, effectivement. En théorie, c'est comme ça, mais en pratique, il faut bien vivre. Et il faut bien vivre avec les demandes du client. On aimerait bien parfois être un peu dans une petite souris pour voir comment ils font les choses quand ils sont vraiment face à leurs clients. Leur théorie, ils les mettent dans un coin et puis finalement, ils se contentent de laisser passer le temps. Bon, en tout cas, ça permet de confronter sa théorie à la pratique et c'est important d'avoir un consultant. Sauf que malgré tout, en disant ça, si vous voulez, Hubert Brun, en disant cela, on a l'impression que le client, c'est celui qui va décider que ça marche ou pas. Ça lui donnait beaucoup d'importance sur certains côtés, voyez-vous. Hein, parce que moi, c'est ça aussi qui me gêne. Bon, c'est l'intérêt de l'astrologie mondiale, c'est qu'au moins, on connaît les événements dont on parle. Mais le client, lui, finalement, il vous dit ce qu'il a envie de vous dire. Vous êtes un peu dans ces... vous dépendez un peu de sa mémoire. Enfin, je veux dire, vous ne trouvez pas que le client là devient... C'est intéressant ce que vous dites, parce qu'on voit qu'il y a des attentes des deux côtés. Le client attend de l'astrologue, et l'astrologue attend du client. Oui, pas sur le même niveau. Non, mais d'accord, c'est pas au même niveau, mais quelque part, moi j'ai souvent pensé comme ça, le client attend bien sûr de l'astrologue quelque part qui vienne le confirmer dans son idée de lui-même, quelque part, etc. Et l'astrologue attend du client qui vienne confirmer son astrologie. Il y a des espèces d'échanges de bons procédés. Le confirmer dans une idée du même, peut-être, dans certains cas, et dans d'autres cas, il est dans une impasse et il cherche réellement... Oui, non, mais je suis d'accord. Oui, on en a parlé. Donc il y a vraiment des demandes authentiques aussi. Il y a vraiment des personnes qui sont vraiment en souffrance et où il peut y avoir des... on peut vraiment apporter une aide et un éclairage, entre autres avec une astropsychogénéalogie aussi. Vous n'avez pas abordé, mais enfin... Oui, vous n'avez pas abordé ça. Mais je crois que le simple fait de... C'est pas ça, mais le fait de visionner son thème natal, c'est déjà une expérience mystique, presque. Parce qu'il se dit, j'existe. Il y a quelque chose en moi qui existe et qui me fait différent. Et moi, je me suis posé la question de savoir si les clients n'ont pas été frustrés dans leur enfance au niveau de l'affirmation de leur personnalité, dans des fratries. Oui, mais justement, non, mais des gens, par exemple, qui sont dans des fratries, gens qui ont l'impression d'être des numéros, d'être comme ça. Donc, ils ont quand même un truc assez lourd au niveau de leur affirmation personnelle. Et l'astrologie, ça leur apporte un contenu, une garantie de leur existence propre, de leur spécificité. Et ça, il suffit qu'ils voient ça, qu'ils aient sous les yeux un thème ou deux thèmes ou trois thèmes, pour qu'ils se disent, oui, il y a quand même là quelque chose qui fait que moi je suis comme ça, et que moi j'ai ma propre ligne à suivre. Et c'est même pas la peine de commenter, c'est même pas la peine d'interpréter. Il suffit simplement qu'ils sachent que ça existe, comme si je vous disais, rencontrer Dieu, voilà, rencontrer Dieu, ça prend une
secondes, mais maintenant que vous l'avez vu, bon, on va pas discuter avec lui. Mais là, finalement, il y a un choc mystique par le biais du mandala triple, la trinité, les mandalas à trois branches. Et là, déjà, il y a une sorte de soulagement, de catharsis. Voilà, je suis là, quelque chose a été prévu pour moi, on a pensé à moi, c'est mis en place par rapport à moi, et donc c'est déjà extrêmement important comme expérience. Une sorte d'électrochoc quelque part. Surtout pour les grandes fratries. Voilà. Parce que plus on est... Vous avez été dans une fratrie, je ne sais pas. Non, on était 3 de ma famille, mais je sais que j'ai fait une conférence d'un psychologue il y a 2 jours, et il disait que les enfants uniques, ce sont les enfants qui s'en sortent le mieux, qui sont créatifs. Oui, parce qu'ils n'ont pas d'angoisse de qui je suis. Ils ont eu des parents qui étaient disponibles, ils n'étaient pas fatigués par la chaîne toute là. Et donc ils étaient uniques, et donc ils sont devenus créatifs, satisfaits dans leur image d'eux-mêmes, etc. Oui. Ensuite vous avez l'aîné. Alors l'aîné, celui qui est un peu, il a aussi ce côté doué du fils unique. Alors, allez, continuez. Voilà. L'aîné, oui. L'aîné. C'est pas tout à fait pareil que l'enfant unique. L'aîné, c'est comme l'enfant unique au départ, parce qu'il a été un enfant unique. Donc il hérite aussi de ses dons. Mais très vite, il est déchu. Oui. Il est déçu aussi. Donc, et là, il doit partager. Et là, puis ensuite, en plus, il essuie les plâtres, parce que l'aîné, il y a une charge lourde sur lui. Donc c'est celui qui s'en sort un des plus mal. Voilà, donc et ensuite, plus on avance dans plus on est loin dans la chaîne, et moins on a on a un QI qui baisse en fait. Oui. Parce que les parents ne sont pas disponibles. Et donc, le dernier, le 6e, le 7e, il ne comprend plus rien. Voilà. Et ben, il faudrait faire des statistiques pour voir si parmi les gens qui vont vers l'astrologie, qui ont une demande d'astrologie, il n'y a pas ceux qui ont justement eu un statut dans la fratrie plus difficile. Ouais, c'est bien possible, pour un problème d'identité, de narcissisation nécessaire. Oui. Une autre question qui se poserait, c'est de savoir, à mon avis, il ne faut pas confondre les garçons et les filles. Si je suis le seul garçon, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose aussi que si c'est... Une vérité universelle, c'est que le garçon est attendu dans tous les pays du monde. Tant qu'on n'a pas fait le garçon, on n'est pas content, quoi. Et ça, c'est vrai dans tous les pays. Et ça, c'est une statistique. Donc là, il y a un éclairage, un focus. Le garçon, c'est toujours l'idéal à atteindre. Oui. Ouais. Et les filles... Même si c'est pas le premier, il est quand même le premier garçon. Voilà, donc il sera quand même premier dans sa fratrie à ce niveau-là. Voilà. C'est déjà un statut. Un statut privilégié d'être un garçon, même actuellement dans toutes les époques. D'ailleurs, j'avais vu un truc par rapport au poids, et la grandeur. La grandeur. C'est que les hormones de croissance, en fait, pourquoi les hommes sont plus grands que les filles, les femmes. Et il semblerait que c'est dû au fait qu'ils mangent mieux. Pourquoi ils mangent mieux? Ils mangent mieux parce que dans la culture, quand on les sert mieux. On les sert mieux, on les sert en premier. Ils ont la part du gâteau. Et même le mari, la part du lion. Le mari, on va lui donner le gros bichette, puis la femme et les enfants, ils vont manger là. Et c'est encore vrai. C'était dans l'histoire, ça, ouais. C'est dans l'histoire, mais pas si vieille que ça, et même actuellement. C'est curieux. Une peuplade, c'était filmé une ethnologue, une ethnologue qui mesure 1m50 entre humains, entre pareils. Et elle a filmé donc une femme dans une peuplade reculée, mais d'Asie, et il y avait la fille qui était derrière, qui pleurait. Elle disait, mais pourquoi vous les laissez pleurer? Il
disait, parce que c'est une fille, on sait qu'elle a besoin de manger ou de boire, il faut lui apprendre à différer. Oui, parce que ça va la préparer à son Ça la statut. conditionne à attendre son tour. Alors que si le garçon il se met à pleurer, elle va lui donner à boire tout de suite. Elle me dit, mais pourquoi lui donner à boire tout de suite? Ah, parce que c'est mauvais pour le sang, il va se faire un mauvais sang, oui, il va devenir rouge, donc il faut le faire rire. Et elle n'aime pas, voilà, c'est dans la culture. Ça pourrait être dans le subconscient, ça, non? C'est dans leur culture. Oui, mais nous, Et nous, il n'y a pas très longtemps que j'ai lu là, ce que vous dites. Parfois, la culture, elle rentre un peu dans le subconscient. Et, voilà, et Oui. actuellement, nous, c'était vrai dans les années 50, où on avait ce genre de scénario. Et maintenant, c'est probablement rentré dans le subconscient et continue. Voilà, L'homme est toujours bien. Puis le fils est la lignée, porte le nom. Mais c'est vrai que quand même la demande d'astrologie, elle est souvent liée à une difficulté à être. On n'est pas reconnu exactement par son milieu, par son groupe, et donc grâce à l'astrologie, on va retrouver sa véritable dimension. Vous parlez des gens qui viennent à l'astrologie. Qui viennent à l'astrologie, voilà. Mais pour pratiquer l'astrologie? Bah, c'est pareil, à la limite, au fond, vous savez, on dit tout. Moi, l'autre jour, quelqu'un me disait, Sylvie Olivier, qu'on a interviewé, me disait, moi, je suis à l'Agapé, j'étais la seule à devenir professionnelle des 20 personnes. Donc, finalement, beaucoup de gens qui soi-disant suivent des cours d'astrologie, en réalité, c'est pour eux-mêmes. Donc, finalement, il ne faut pas oublier qu'au départ, alors, il faudrait distinguer les deux catégories. La catégorie des gens qui vont apprendre l'astrologie et la catégorie des gens qui vont chez l'astrologue. Et les pires, ce sont ceux qui vont apprendre l'astrologie par eux-mêmes. Ils sont beaucoup plus exposés à l'astrologie et ils ont une motivation beaucoup plus forte. Mais l'astrologue lui-même, il a aussi ce profil quelque part. Ce qu'il va chercher dans l'astrologie, ce qui va justement lui permettre de se reconnaître, il ne va pas simplement se contenter d'aller voir un astrologue. Il veut rentrer, il veut un truc plus lourd. C'est pour ça que je pense que par exemple vous pouvez avoir des clients qui vont vous dire je veux apprendre l'astrologie, ce qui veut dire j'ai besoin d'un truc plus solide sur le plan astrologique pour me mettre sous la dent. C'est pas vraiment qu'ils veulent devenir astrologue. Il ne faut pas oublier, il y a des gens qui veulent suivre des cours d'astrologie, ils ne veulent pas forcément devenir astrologue, ils veulent plus d'astrologie. Oui, puis ils veulent être proche du maître. Oui, non, mais ils veulent aussi ils veulent avoir quelque chose de. Ils ont besoin de consolider leur moi plus que par la simple parole de l'astrologue. Se connaître. Comment? Se connaître par l'astrologie. Oui, enfin, se connaître en tout cas. Enfin, aborder la connaissance. Oui, enfin, ça, on pourrait discuter, c'est la question de savoir ce que ça veut dire se connaître. Mais en tout cas, ils veulent savoir que ça existe. Alors ça, c'est vrai que quelque part, c'est important que ça existe. Je sais que l'astrologie existe, je sais qu'on peut faire le thème de quelqu'un, et donc déjà, je sais que, voilà, et Rudyard, il disait ça aussi l'autre jour, cette Madame Olivier, elle disait, oui, ben par exemple, il y a telle personne, si telle chose n'est pas dans son thème, c'est qu'elle n'aurait pas dû le faire. C'était fort. C'est un truc qui lui a été imposé de l'extérieur, mais qui n'aurait pas. Qu'est-ce que vous en pensez de ça, de cette idée que. C'est peut-être que si la chose n'est pas dans son thème, c'est un a priori, peut-être qu'il l'a même cherché aussi. Oui, mais c'est aussi une philosophie. Dire, voilà, bon, voilà. Si elle part du principe que parfois on est pollué par des éléments extérieurs, et notamment par la famille, ce qui est effectivement, à mon avis, une des idées qui fait qu'on va avoir l'astrologie, c'est qu'on en a marre de la famille, et qu'on veut avoir un autre regard que celui de la famille sur soi-même. À la limite, on peut penser que la famille a une mauvaise influence sur nous et que par conséquent, si le thème dit que c'est pas ça, si le thème dit ce que dit mon thème, c'est pas ce que m'a dit ma famille, et ben c'est une façon d'envoyer promener la famille en disant moi ce que je veux c'est savoir ce que dit mon thème et pas ce que dit ma famille. C'est des règlements de compte un petit peu. Oui, il y a peut-être une attente comme ça dans la carte du ciel de quelque chose de cette carte authentique en fait qui nous vient du ciel, donc cette manne céleste qui vient se déposer. Quelque part, on va y trouver cette vérité qui nous a été cachée. Voilà, donc si jamais tout d'un coup vous dites un truc à la personne, la personne dit oui mais moi je suis comme ça, vous m'en avez pas parlé, vous dites ah ben oui mais ça c'est une influence extérieure à l'astrologie, c'est normal qu'on n'en parle pas parce que de toute façon c'est pas dans votre thème.
Je veux dire, il y a des façons de communiquer. Et moi, je m'amuse beaucoup à l'idée, au contraire, moi, je me suis beaucoup intéressé à l'enseignement de l'astrologie, mais dans un sens assez cynique, voyez-vous. C'est-à-dire, voilà. L'astrologie cynique. Non, mais dans le sens de, bon, qu'est-ce que les gens attendent, qu'est-ce qu'il faut leur donner. C'est pas la peine de passer des années à apprendre l'astrologie, à apprendre à interpréter un thème. C'est un peu, je crois que vous êtes d'accord avec moi, à la limite, c'est pas absolument essentiel. Hein. Pour être un bon astrologue, on n'a pas besoin de savoir interpréter un. Et d'ailleurs, est-ce que l'interprétation. Il y a des gens qui disent, plus le thème, si vous l'interprétez merveilleusement, ça sera parfaitement juste, etc. Enfin, mais je pense que si on y retourne sur le thème, on retrouve des choses. Oui, en plus, oui. Parce que moi, je creuse et, voilà, et je retrouve des choses. On approfondit, en fait, toujours. Je crois qu'on peut toujours approfondir. Qu'est-ce que vous... Hein? Oui, je suis d'accord. Pas s'arrêter, dire bon, ça y est, c'est fini. Non, je suis toujours en train de creuser, moi, pour retrouver des choses. Bah, de toute façon, ce qui est clair, c'est que quand Didier Génin étudie un thème, il prend ce qui l'intéresse pour le moment, sur le moment. Donc il y a des choses qu'il laisse de côté. Donc à ce moment-là, on peut revenir sur le thème et trouver d'autres choses. Certains que l'astrologue, a priori, il ne prend que ce qui lui est utile. L'exercice qu'on a fait l'autre jour, c'est pareil. On voit la personne qui a fait ceci, cela, et ben on regarde dans le thème ce qui correspond à ceci, cela. Et puis ce qui n'est pas dans le thème, ce qui ne correspond pas à ce qu'on cherche, on ne va pas le mettre en avant. Et puis il y a des choses qu'elle n'avait pas envie qu'on mette en avant non plus, sans doute. Oui, bon d'accord, on ne rentre pas dans le détail, mais en tout état de cause, cet exercice qui consiste à dire, voilà, cette personne-là, par exemple, a fait tel métier, c'est un peu ça se relie un peu à ça chez Génin. Il a fait tel métier, montrer que dans le thème, il devait faire ce métier. Alors, est-ce qu'il faut faire est-ce que ça a besoin de faire un... Bon, alors il y a Gauquelin qui a fait un travail là-dessus intéressant. Si on posait cette question, puisque ça va être, si vous allez fréquenter, à votre avis, est-ce qu'on peut savoir facilement quel est le métier d'une personne? Non. C'est très rare. C'est très rare parce que il faudrait que c'est très rare les personnes qui font le métier pour lequel elles sont vraiment faites. Ah, bah oui. Ils sont un reflet qui mettent en mouvement en fait les trois quarts de leur thème. Ouais. En général, c'est du travail. Oui. Ce sont des privilégiés. Oui, c'est ça. Donc c'est pas forcément. Donc pour revenir à la question que vous posiez tout à l'heure, il y a pas mal de temps, la orientation professionnelle, c'est pas forcément le must de l'astrologie. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant en astrologie. Ça dépend, si la personne elle a 15-16 ans et qu'elle a une orientation, ça c'est super intéressant. Parce que, vous allez pouvoir peser sur ses choix. Oui, tout à fait. Alors que si ce n'est pas ça, alors excusez-moi, donc si c'est pas ça, quel est l'angle où l'astrologie est la plus précieuse au niveau de l'information? De quoi elle nous parle l'astrologie? Je sais, moi je pose cette question parce que souvent je suis très déçu par la question, par cette réponse. De quoi elle nous traite l'astrologie? De quoi elle parle? Bon, à part le fait qu'elle parle à part le fait que ça fait parler le client, mais de quoi elle parle elle-même? Elle parle de la personne ou elle parle d'une dimension particulière de cette personne, qui serait son karma, je ne sais pas, qui serait... par exemple, quelle est la différence entre l'astrologie et la psychologie? Est-ce que l'astrologie nous parle d'autre chose que la psychologie? Est-ce qu'elle a une autre façon de nous regarder? Est-ce qu'elle est plus cyclique? Elle est plus dans la répétition? Si on prend sous l'angle de la psychologie, moi je trouve que, vu sous l'angle jungien, enfin la dimension du soi, l'astrologie est un outil extraordinaire de connaissance de soi, du soi dans le sens jungien. C'est-à-dire, on passe du solaire, qui est le soi primitif et très, très formé, au soi jungien, qui est la dimension d'Uranus, donc l'étincelle divine. Et donc, on a dans le thème, on voit comment se place le soleil, qui sera plus la forme de l'ego, de la personnalité, et de la dimension uranienne qui va nous donner cette dimension plutôt plus transcendante. Et alors, moi, en découvrant l'astrologie 4D, j'ai appris à me connaître davantage.
par exemple, sur comment rencontrer cet ange à travers, qui est ce double qui est en fait le soi, rencontrer le soi, et par quels moyens? En développant, en allant voir davantage sur mes imperfections, sur mes dons à développer, sur l'enfant intérieur, et tout ça, je l'ai fait pour moi, je l'ai fait pour c'est une forme de thérapie personnelle, oui. de concevoir l'astrologie 4D. Après, bon, bah, s'il y en a que ça intéresse en plus, ce sera toujours du plus, mais moi je me suis fait plaisir, et en plus de me faire plaisir, ça m'a fait bondir, c'est une dimension en plus, la 4D. Pour moi, et puis bah, pour ceux qui pensent que ça peut les intéresser. Donc je reviens à ce que tu disais, c'est qu'on n'a jamais fini de découvrir. Oui, moi je travaille toujours énormément sur, et je trouve toujours des choses... Alors quand on pense que le soi, en fait, que nous, en fait, notre thème natal, c'est une extension du soi, et que le soi, c'est l'étendue aussi sur plein d'autres thèmes, dans le même moment, et bien finalement, de ce thème astral, on a que une facette du soi, et ça rend quand même très humble, parce que finalement, on n'est pas grand-chose, quoi. On n'est plus juste une petite antenne du soi. C'est comme ça que je verrai les choses en 4D. C'est comme la psychologie dont vous parliez tout à l'heure, les enfants dans une fratrie, il faut qu'ils trouvent leur place. Pas forcément la place, si on voulait un peu, il faut trouver sa place, sinon voilà, il y a que les cabinets de psy et tout qui fait travailler, parce que dans une fratrie il faut trouver sa place, même s'il y en a qui nous serrent un peu, il faut dégager pour respirer, et puis la vie c'est comme ça aussi, je trouve. Oui. Et moi je suis allée à l'astrologie pour me connaître, quoi, c'est une science, pour moi c'est au niveau de la grapho, voilà, j'aurais très bien pu aller faire la grapho. Étudier les visages, voilà, des choses. Moi, les premiers pas que j'ai fait chez Olivier, c'était parce que bon, on a eu la chance d'avoir un astrologue. Et puis après, ben, je pense que c'est pour se connaître déjà. Moi, pour moi, je pense que ça a été ça, pour dire, bon, bah, l'astrologie, voilà. Mais ce qui est bien, l'astrologie c'est bien à condition d'en sortir. Oui, Vous en êtes toujours à cette demande, ou est-ce que vous avez changé par rapport à l'astrologie depuis que vous avez commencé l'astrologie? moi j'en fais plus, moi j'ai arrêté là en décembre. Non mais je veux dire, votre propre rapport à l'astrologie, il n'a pas... vous pouvez faire l'astrologie toute seule, vous n'avez pas besoin d'être... Non, je fais toute seule, je fais même sur les personnes décédées. Mais je ne fais pas très longtemps, ça me fatigue beaucoup. Oui. Si je peux me permettre de vous dire ça. Nouvellement décédés ou Des anciens, à l'époque, oui, nouvellement ou des anciens pour savoir les maladies. On n'a pas su les maladies parce que moi je me branche assez sur la maladie astrologique. Ah oui. Maintenant. Et il y a des personnes qui sont décédées, on ne savait pas, et après en questionnant de droite et de gauche, mais je dis voilà, il s'est passé ça, et ben oui, c'était. Il y a des choses. Il y aura encore des choses à creuser en astrologie, je pense. Les maladies, tout ça. Moi, je me branche un peu sur la maladie. Ça m'intéresse. Bah, l'avantage de la maladie, c'est que c'est relativement concret. C'est-à-dire que c'est, effectivement, c'est... Mais, et puis, on peut... Parce que c'est vrai que la question, c'est... Je fais autre chose dans l'astrologie, quoi. Ouais. Et là, quand on a des épidémies, par exemple, dans les années 40, la tuberculose, par exemple. Vous avez plein de personnes qui avaient la tuberculose. Et pour des j'ai des thèmes comme ça. Voilà, les thèmes, pourquoi ce thème-là a été touché par la tuberculose plutôt qu'un autre, quoi. C'est intéressant. C'est souvent, le terrain s'y prêtait. C'est pas qu'il y a la configuration de la tuberculose, mais c'est qu'il y a une fragilité du terrain qui a fait que, comme c'était la tuberculose, ça aurait pu être le sida ou autre chose à ce moment-là, ça a été, il l'a chopé, quoi. Oui, ils seraient nés plus tard, ils auraient été guéris. C'est comme maintenant les opérations du cœur et tout, à une certaine époque ils seraient morts, puis maintenant, quelquefois j'essaie d'expliquer ces choses-là, tout le monde ne les comprend pas forcément, mais
ils ont les mêmes... on parle de la tuberculose. Aujourd'hui, la tuberculose, bon, il y en a toujours qui en meurent quand même, mais elle serait guérie, même s'ils ont ça dans leur thème. Avec bien sûr des choses positives. Oui, meilleure hygiène de vie, renforcer le terrain, etc. Oui, on voit les... Je sais pas moi, je creuse énormément, il y a des choses, Soleil Neptune, c'est problème de testostérone, d'alcool, voilà, après... Il y avait une thèse on n'a jamais fini. Il y a une thèse de doctorat qui a été faite, c'était Futura ou... Ah oui, c'est ça, oui. Hein, oui. C'était justement sur les aspects sur les Neptunes, l'île Neptune et l'alcoolisme, c'était une thèse de médecine. Hein. Ah oui, j'ai rencontré, oui. À une époque où, je sais pas, il était tombé sur un directeur de thèse assez ouvert. C'était... des gens nébuleux, des gens menteurs en dehors de la maladie, mais pour se brancher bien sur la maladie, ça fait des alcooliques, des addictions, ça fait des addictions. Mercure en 12, ça fait des gens un peu en démence. Oui, ah oui, c'est coupé du monde avec la 12. Oui, avec Neptune, c'est... c'est comme un... Mais c'est un paradoxe parce que justement, on est dans la pathologie. Et la question est de savoir si l'astrologie étudie la pathologie ou au contraire, si la pathologie c'est pas extérieur à l'astrologie. C'est justement ça le hic. C'est là le problème, c'est que est-ce que l'astrologie c'est pas plutôt justement la norme, le cours normal des choses, et la pathologie, les maladies, les problèmes, ce serait quelque chose qui viendrait interférer avec l'astrologie. Donc là, on a encore on a une double lecture des choses. Est-ce que l'astrologie nous parle de la norme et le reste c'est en dehors de l'astrologie, ou au contraire l'astrologie nous parle des accidents et le reste c'est pas l'astrologie, et la normalité n'est pas l'astrologie. Est-ce que la normalité est du côté de l'astrologie ou du côté ou extérieur à l'astrologie ou inversement? Parce que c'est bien gentil de s'intéresser aux pathologies, mais c'est pas forcément ce qui est le plus logiquement évident pour l'astrologie, même si ça peut être intéressant en soi. Mais Rudyard dirait, par exemple, enfin je sais pas, il y aurait pas mal de chercheurs en astrologie qui diraient au contraire que tout ce qui est de la pathologie sociale ou de la psychopathologie ou de la maladie, c'est extérieur au champ de l'astrologie. Puisque l'astrologie, elle est plutôt censée nous parler du cours normal des choses. Voilà. Vous disiez où j'en étais en astrologie, j'en suis à ça, j'étudie toute seule, parce que, avec tout, en recherchant quand même dans tous les livres que Didier m'a fait, mais maintenant j'en suis à cette période-là. Je suis faire des recherches antérieures et des recherches même présentes, voilà, parce que je suis curieuse. Bon, si on prend l'exemple de la tuberculose, comme on disait, on voit pas, il n'y a pas la configuration de la tuberculose dans le thème. C'est une histoire sociale, sociétale, mais ça n'a rien à voir. Surtout quand il y a des épidémies. Avec le thème natal, voilà, ou des épidémies. Mais par contre, Neptune, ça a toujours eu à voir avec la porosité, avec l'infection et ça donne des prédispositions. Ça donne des prédispositions. Donc, le thème natal va permettre de voir le terrain. Oui, le terrain. Par rapport à cette question médicale. Il y a du générationnel. Vous disiez que vous êtes intéressé par le générationnel, Hubert Prince, c'est ça? Oui. Vous faites les thèmes des grands-parents, des gens autour d'eux, je sais pas quoi. Vous regardez s'il n'y a pas des éléments récurrents dans une famille. Non, je regarde Pluton. Pluton, Neptune, Uranus, comme les planètes représentant les grands-parents dans le thème natal. Ah oui, d'accord. Donc, dans telle maison, c'est les grands-parents, c'est ça, des trucs comme ça. Pluton correspondra plus à la grand-mère maternelle. Ah oui, il y a des signifiants de ces deux grands-pères. Ah oui, d'accord. Les planètes sont des signifiants des parents. Oui. Parce qu'on en récupère dans notre thème. Donc on a donc le pouvoir de manipulation de Pluton, c'est-à-dire que comme la femme ne pouvait pas diriger, commander de manière directe, elle le faisait
couvert, c'est-à-dire c'est donc une énergie plutonienne, c'est typiquement une énergie manipulatrice féminine. Donc on va retrouver ça donc dans la lignée maternelle, on va retrouver des lignées plus, si on a des femmes de pouvoir, on va retrouver Pluton dominant, avec des aspects à la Lune, Vénus, avec des planètes, en aspect avec des planètes individuelles. Si par contre on a une lignée patriarcale, on va retrouver Neptune. Donc la lignée matriarcale c'est Pluton, et la lignée patriarcale Neptune. Ah ouais. Et avec la dominante uranienne, c'est l'ambiguïté, car en fait on a plutôt des familles où il y avait la liberté qui était acceptée, la liberté individuelle était reconnue. On n'aura pas forcément voilà. Donc c'est un point de départ très intéressant dans le thème natal pour avoir un peu voir d'où vient la personne. Donc. Alors si en plus il y avait une signature cancérienne, lunaire, cancer, on va voir qu'elle a été fortement imprégnée par sa famille. Hein, donc, ça va renforcer les effets. Donc ça nous décrit un peu l'environnement finalement, c'est ça? Oui. Non, mais parce qu'on disait tout à l'heure, savoir si c'était l'astrologie et... Oui, parce que l'enfant, il ne va pas vivre Uranus, Neptune, Pluton. Donc dans les premières années de sa vie, il va vivre des planètes individuelles. C'est comme pour les animaux d'ailleurs. Donc la dimension transcendante. Donc ça va être projeté sur des personnages de sa famille. Ah oui, d'accord. Donc vous avez fait des travaux là-dessus aussi, donc sur les rapports entre telle planète correspond à telle personne de la famille, etc. Ouais, après, oui, on va retrouver, en fonction des aspects formés en individuel. Hein. Et alors, est-ce que vous êtes intéressé, parce que la dernière fois qu'on s'était vu, il y avait Claude Jarry Desloges, vous vous intéressez au rêve éveillé? Est-ce qu'on apprend par le rêve éveillé? J'avais fait une formation avec Claude Jarry Desloges sur les rêves éveillés. C'était Michel Tabet qui était à Oui, absolument, oui. Elle nous avait expliqué qu'on pouvait carrément capter les énergies, je sais pas quoi. Mais Michel Tabet, il a une dimension, il n'a pas que une dimension d'astrologue, c'est un chaman. Donc voilà, après, moi j'ai fait juste des formations pour moi, puis j'en ai rien fait, moi. Mais donc elle présentait ça comme une façon d'arriver à identifier les énergies, je sais pas quoi, par le rêve. C'était assez fondateur comme théorie. Oui, quand on veut bien jouer le jeu, c'est surprenant. Hein, c'est-à-dire qu'on peut voyager dans le rêve éveillé, décrire Uranus, Neptune ou Pluton, et puis on se décrit soi-même, et c'est très étonnant. Quoi. En fait, l'astrologie, moi je dis c'est comme l'auberge espagnole. Hein. Voilà. Donc, quand on est curieux et qu'on passe son temps à chercher en tous azimuts, eh ben, on n'arrête pas d'enrichir son astrologie. C'est comme ça que... Moi, dans l'astrologie actuelle, moi, je suis limitée, c'est bon maintenant. Je cherche autre chose, même toute seule. Voilà, avec l'astrologie 4D, là, vous allez être servi, là, effectivement. Oui. Vous allez faire votre transit convers, votre révolution solaire converse. Ouais. Ça, c'est génial. Ah oui, on peut faire même des comparaisons converses. Tout est en miroir. Hein. Non, c'est l'autre moitié du temps. Oui. Très bien, mais écoutez, on va peut-être vous laisser, là, on a envahi